Milliardaire, philosophe, spéculateur, influenceur, écrivain, oligarque, prédateur, insensible, philanthrope. Les mots ne manquent pas pour définir l'un des hommes les plus controversés de l'histoire contemporaine, le visage du capitalisme néolibéral incarné, la légende vivante du trading, George Soros. Et pourtant, certains de ces qualificatifs ne vont pas du tout ensemble. À 91 ans, Soros fait partie de cette ancienne génération de milliardaires américains, représentés entre autres par Warren Buffett, 92 ans, Michael Bloomberg, 80 ans, ou encore son ami Jim Rogers qui fait figure de petit jeune avec ses 79 ans, et qui ont pour particularité d'avoir réussi à faire fortune sans avoir créé de richesse, uniquement grâce au marché financier. Il est aussi le sujet de discussion numéro 1 dans la complosphère. Ses silences, son incroyable réussite, sa présence chaque année au Forum économique mondial de Davos et naturellement son répertoire téléphonique bien garni lui valent de faire l'objet de nombreuses accusations, plus ou moins farfelues. Ainsi, George Soros, véritable requin de Wall Street, serait à lui seul à l'origine de nombreux désordres mondiaux. Il aurait mis plusieurs banques centrales à genoux dans les années 90 et il aurait même provoqué des guerres. Il serait aussi la tête pensante et l'un des principaux financiers d'un projet de mondialisation totale de la planète, dans lequel il envisagerait tout simplement de démolir les États et de rassembler l'ensemble de sa nouvelle société ouverte, l'Open Society, sous une unique gouvernance planétaire non autoritaire. Plutôt que de nous intéresser aux rumeurs, nous avons cherché les faits. Dans cette vidéo, je vais simplement vous raconter comment George Soros est devenu riche et ce qu'il a fait de son argent. Ni plus ni moins. Vous vous ferez votre propre opinion et vous pourrez vous inspirer de son histoire si vous le souhaitez. Avant d'entamer ce portrait aux multiples facettes, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir notre chaîne, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner et de partager nos vidéos. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre chaque jour un peu plus nombreux et bienvenue sur Money Radar. Qui est George Soros ? Aujourd'hui âgé de 91 ans, l'homme a inventé les hedge funds, ces fameux fonds spéculatifs, et il a dirigé de 1969 à 1988 l'un des plus puissants et des plus célèbres d'entre eux, Quantum. Devenu milliardaire, George est aujourd'hui à la retraite, mais il n'a jamais cessé ses activités, car selon lui, sa mission n'est pas terminée. Né dans une famille juive, il fuit l'invasion nazie de la Hongrie en 1944. Il est âgé de 13 ans quand il pose le pied sur le sol suisse, puis le sol anglais. Et déjà, le petit George veut devenir écrivain. Il ne rêve pas encore de fortune, de bourse ou de spéculation monétaire. Non. Élevé dans une famille de lettrés, il rêve d'intégrer un cercle d'intellectuels. Et il compte sur son savoir, sa culture et sa patience. Il obtient un diplôme de la London School of Economics et fait ses armes dans des cabinets de courtage londoniens avant de s'expatrier pour les États-Unis. Wall Street le fascine, il sait que c'est là-bas que tout se joue. C'est l'endroit rêvé pour gagner de l'argent, suffisamment pour lui permettre de s'arrêter de travailler et de se consacrer à l'écriture. Une fois aux États-Unis, il rejoint plusieurs autres sociétés financières de New York en tant que trader, avant d'être nommé gérant d'un fonds d'investissement spécialisé dans les matières premières. Il découvre les joies de la spéculation et surtout, il gagne beaucoup d'argent. Puis vient 1969. Pendant qu'à l'autre bout du monde, au Vietnam, le conflit atteint son apogée, George n'échappe pas à la crise de la quarantaine. Il quitte son poste, rassemble les quelques millions de dollars qu'il a gagnés et active son réseau pour fonder son propre fonds spéculatif, Quantum. Le fonds est domicilié aux Antilles néerlandaises, un paradis fiscal, mais il est dirigé depuis les locaux de la Soros Fund Management à New York. Le fonctionnement d'un fonds alternatif ou hedge fund en anglais est particulier. L'argent est placé dans l'unique but de se couvrir contre les mouvements du marché, d'où son autre nom de fonds de couverture. Pour cela, les gérants utilisent à grande échelle tout l'arsenal d'instruments financiers que la réglementation met à leur disposition et dont la complexité n'a cessé d'évoluer depuis les années 80. Ces fonds sont en général réservés aux professionnels et aux grandes fortunes, et en conséquence, ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes légales que les établissements financiers classiques. J'aurai dans quelques minutes l'occasion de vous donner plusieurs exemples de la méthode de George Soros qui illustre parfaitement le fonctionnement d'un hedge fund et comment il gagne de l'argent. Une méthode souvent imitée, mais jamais vraiment égalée, car comme nous le verrons, l'argent n'est pas le seul facteur de réussite. Le fonds de Soros attire beaucoup d'argent, notamment celui de la banque Rothschild en Europe, et il n'investit pas qu'en bourse. Quantum détient de multiples supports d'investissement qui vont de l'or aux devises, des obligations aux produits de taux et même de l'immobilier. C'est ce que l'on appelle la gestion alternative, dont le principal intérêt est de limiter la volatilité et d'offrir un rendement positif quelle que soit la situation économique.
Grâce à sa technique, George obtient presque 25% de rendement annuel pendant plus de 20 ans. Ensuite, ce sera encore plus. Nous sommes en 1990. L'Angleterre s'apprête à traverser sa pire récession depuis les chocs pétroliers. Après des années de croissance sans nuages, l'inflation galopante ruine le pouvoir d'achat des ménages anglais, déjà fragilisés par le chômage. La consommation est en berne, les taux directeurs sont très élevés et dépassent les 10%. Sur les marchés, la devise anglaise, la livre, est sévèrement secouée. Pour limiter les variations de change, le gouvernement anglais tente de faire entrer la livre dans le système monétaire européen et de l'adosser au Deutsche Mark, mais sans grand succès. 2 ans plus tard, enfoncée par ses taux élevés et la baisse de sa productivité, l'Angleterre ne parvient pas à sortir de la crise et l'inflation explose. Le gouvernement ne sait pas quoi faire. Les taux directeurs sont remontés à 15%, la demande intérieure est stoppée net. Et au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, George et son futur bras droit et successeur Stanley Druckenmiller observent la situation et imaginent un plan d'attaque diabolique pour profiter de l'occasion et se faire un beau billet. Et au moment où le gouvernement de John Major tente désespérément de sauver sa monnaie avec l'aide de l'Union européenne, l'attaque est lancée. Nous sommes le 16 septembre 1992, un jour qui restera gravé dans l'histoire des marchés londoniens sous le nom de Mercredi Noir. Ce jour-là, le Danemark dit non au référendum sur le traité de Maastricht et sur les marchés, la livre s'agite. George met alors à exécution le plan qu'il imagine depuis des semaines. Pour lui, ça ne fait aucun doute, la devise anglaise est surévaluée, il va donc y avoir une correction et c'est maintenant qu'elle va avoir lieu. Et s'il est si sûr de lui, c'est parce qu'il va faire en sorte qu'elle arrive. Tout est prêt, Quantum a emprunté l'équivalent de 15 milliards de dollars en échange d'1 milliard de garantie. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Sur ces 15 milliards, 10 sont en livres sterling et sont revendus massivement, faisant immédiatement chuter les cours. Et si la chute est si brutale, c'est que l'attaque est de grande envergure, Soros a invité ses partenaires financiers à faire comme lui. Trop instable, la devise anglaise se retrouve de fait expulsée du système monétaire européen. Pour amortir la chute, la Banque d'Angleterre annonce en urgence une baisse des taux d'intérêt et vide ses caisses pour racheter un maximum de livres, mais rien n'y fait. Ce jour-là, la livre va perdre 15%. À New York, Soros achète alors les devises nécessaires pour rembourser ses prêts, mais à 15% moins cher. Il encaisse une plus-value de plus d'1 milliard 100 millions de dollars. Et ce n'est pas tout, ce matin-là, il a aussi acheté pour 6,5 milliards de dollars de Deutsche Mark et de francs et prend des positions sur les marchés actions de Londres, Paris et Francfort. Le montant des actifs gérés par Quantum passe de 15 à 19 milliards de dollars en une seule journée. L'opération va devenir la plus célèbre de l'histoire du fonds et vaudra à George la réputation mondiale d'avoir fait plier, entre autres, la Banque d'Angleterre. Et il n'éprouve aucun remords, comme il le dira lui-même dans les colonnes du magazine This Week 3 semaines plus tard. S'il ne l'avait pas fait, d'autres l'auraient fait à sa place. À supposer que les autres soient capables d'aussi peu de scrupules à faire basculer toute une économie dans le chaos. L'attaque a laissé des traces et aura coûté près de 4 milliards de livres sterling aux contribuables britanniques. Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce que c'est facile à mener, que c'est peu risqué et que ça rapporte beaucoup et vite. Mais pas seulement. Outre le profit, George Soros, qui est hongrois, est profondément attaché à l'Europe. Il n'a jamais été d'accord avec le système monétaire européen censé assurer la stabilité des taux de change avant l'arrivée de l'euro. Ainsi, il affiche ses premières ambitions de peser sur la marche du monde. Depuis, George n'en finit plus de s'enrichir. Il est désormais milliardaire et à partir de 1995, il va réaliser son rêve de devenir écrivain. Alors qu'il n'avait publié que 3 ouvrages de toute sa carrière, il en sortira un par an, mais n'arrêtera pas pour autant ses activités financières. 2 ans plus tard, c'est au tour de la Thaïlande de faire l'objet de toutes les attentions de Quantum. George remet ça. En 1997, en plein prémisse d'une crise majeure en Asie, il attaque le baht, la devise thaïlandaise, elle aussi fragilisée par la fuite des investisseurs étrangers et par une grave crise financière qui s'est étendue aux autres pays d'Asie, jusqu'aux BRIC, Brésil, Russie et Inde. Là encore, il n'est pas seul à lancer ce nouveau raid. D'autres hedge funds comme Tiger se joignent à lui pour prendre l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards de dollars de positions à la baisse sur le baht, mais aussi sur le peso philippin, la roupie indonésienne et le ringgit malaisien. Quand elle apprend l'ampleur des transactions en cours, la Banque centrale de Thaïlande ne sait pas comment réagir. Elle ne dispose plus que de 30,9 milliards de dollars de réserves et doit honorer pour 23 milliards d'obligations d'ici à 12 mois. Elle a déjà dépensé près de 8 milliards de dollars pour soutenir sa monnaie lors d'une première attaque de spéculateurs en août, et cette fois-ci, elle est à sec. Il n'y a rien à faire. Au 24 octobre 1997, le baht a perdu 60%, le peso 34%, la roupie a reculé de 47% et le ringgit de 35%.
Après des années de croissance effrénée soutenue principalement par des capitaux étrangers, la bulle asiatique éclate pour de bon et le continent plonge dans une crise financière qui elle aussi va laisser des traces profondes. Et une fois de plus, George, dont l'attaque a encore été vivement critiquée par de nombreux observateurs, ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Selon lui, sa transaction et les conséquences qui ont suivi ont été salutaires aux pays d'Asie. Le baht était surévalué et il fallait que cette correction arrive. Il estime qu'il a envoyé un signal fort au marché pour avertir que le baht était surévalué lorsque Quantum a vendu massivement des devises asiatiques à découvert en 1997. Et il ajoute que si les autorités financières thaïlandaises n'avaient pas épuisé toutes leurs réserves pour sauver leur monnaie, la correction aurait été progressive et bien moins douloureuse. Pour George Soros, si la rupture a été catastrophique, c'est parce que les autorités ont laissé leurs réserves s'épuiser et il n'y est pour rien. Il n'a pas tort et nombreux sont les économistes à reconnaître que les corrections étaient indispensables pour reprendre le chemin de la croissance, en Thaïlande comme en Angleterre, mais leur brutalité qui a surpris tout le monde n'était pas nécessaire. Après la crise de 2007 et la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, George fustige la vente à découvert et ne se prive pas d'en pointer les effets dévastateurs dans une tribune publiée dans le Financial Times. Pendant cette nouvelle crise, dans laquelle cette fois il ne tient pas le rôle vedette, Quantum va tout de même gagner 3 fois plus que les autres hedge funds. Plus 32% en 2007 et en 2008, alors que Bridgewater perdait 14,95%, il bondissait de 41,18%. Des performances incroyables qui s'expliquent bien sûr par les compétences hors normes de Soros et de ses équipiers. George a bien connu quelques revers, comme en 1994 où il a tenté de s'en prendre au yen et a perdu 600 millions de dollars. Il avait aussi prédit une chute brutale des marchés en cas d'élection de Donald Trump. Pourtant à ce jour, rien qui ne vienne mettre en danger son incroyable empire financier. Voyons un peu à quoi cela ressemble aujourd'hui car beaucoup de choses ont changé. D'abord, le Quantum Fund, qui pesait 6 millions de dollars à son lancement, est devenu le Quantum Group of Funds. Et il a quitté Curaçao pour s'installer dans un autre paradis fiscal, les îles Caïmans. Le groupe propose en toute discrétion ses propres fonds spécialisés par secteur d'activité ou par type d'actifs, ainsi qu'un catalogue impressionnant de plusieurs fonds commercialisés par les meilleurs gestionnaires du monde, destinés aux investisseurs les plus riches de la planète. Pour pouvoir travailler en toute liberté, George a pris soin en 2011 de transformer Quantum juridiquement. De fonds d'investissement, il est désormais enregistré comme Family Office auprès des autorités américaines, un statut qui lui permet d'échapper aux contraintes réglementaires qui pèsent sur les établissements financiers classiques. Il ne contient quasiment plus que la fortune de George et le grand gagnant dans cette histoire, c'est bien lui. Il est parvenu à accumuler une fortune colossale. Quantum pèse un peu plus de 3,5 milliards de dollars juste avant le début de la crise sanitaire. En février 2022, il a plus que doublé et il atteint les 7,3 milliards de dollars répartis sur 279 actifs. Si cela paraît peu, c'est que George a beaucoup fait parler de lui dans la presse en 2018 quand il a confié l'essentiel de son argent, 18 milliards de dollars, à sa fondation philanthropique, l'Open Society Foundation. Rassurez-vous, George n'est pas dans le besoin, il a encore de quoi voir venir et au passage, ça lui a permis d'éviter une grosse facture fiscale. L'Open Society, c'est l'autre visage de George Soros, le généreux, le bienfaiteur, le philanthrope, le visage qu'il essaye de mettre en avant pour faire oublier son insensibilité dans le domaine de la spéculation. La fondation OSF a été créée en 1979 pour agir en faveur du droit à l'éducation et de la lutte contre les discriminations. Elle devait aussi manifester dans les faits toute l'affection que porte encore George Soros à l'Europe, particulièrement aux pays de l'Est. L'Open Society a commencé en fournissant des livres, des photocopieurs, puis des ordinateurs aux pays de l'ex-bloc communiste dans les années 80, avant d'élargir progressivement son champ d'action à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, au soutien aux réformes sociales, à la santé, au climat, à la libre circulation de l'information, aux droits des femmes, à la lutte contre l'homophobie et le racisme, à tout en fait. Ce qui lui permet en échange d'intervenir partout. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros organisme caritatif privé derrière celui de Bill et Melinda Gates. Les deux sont d'ailleurs fondés sur les mêmes principes du charity business américain, si cher à leur inventeur, John Rockefeller. Elle compte une quarantaine de bureaux dans le monde entier dont dépendent des dizaines d'autres ONG, comme la Fondation Estonie Ouverte, l'Université d'Europe centrale en Hongrie ou encore le réseau d'information associatif Global Voices. Pour financer cet incroyable maillage qui assure sa présence dans 120 pays, George Soros a déjà versé près de 32 milliards de dollars de dons à l'OSF. Il s'implique totalement dans ses activités caritatives, car ce sont les seuls moments où il est, comme il le dit lui-même, guidé par le bien. Le site de l'Open Society détaille les dizaines de milliers de projets et d'actions de terrain qu'elle a financés, et il est impossible de tous les citer. Cela va du soutien aux dissidents dans les pays de l'Est pendant la guerre froide à la distribution de matériel scolaire ou de vaccins en Afrique subsaharienne. Au total, 1,4 milliard de dollars ont été distribués en 2020. Mais il a beau être riche, il a beau être écrivain, George n'est pas encore comblé.
Ces transactions et les coups de génie qui l'ont rendu célèbre lui ont aussi confirmé quelque chose qu'il savait déjà. Nos systèmes économiques sont fragiles et inadaptés. Ceci explique pourquoi il n'a aucun scrupule à faire basculer un pays dans la récession. C'est que lui qui a connu la persécution et la guerre et qui vit aujourd'hui dans son 16 pièces de l'Upper East Side à New York se sent depuis longtemps animé d'un esprit quasi messianique. L'Open Society, ou Société ouverte, est un concept imaginé par le philosophe pacifiste français Henri Bergson en 1932 et repris avec ferveur par un autre philosophe, autrichien cette fois, Karl Popper. Dans ce type de société basée sur la liberté et les droits fondamentaux de l'être humain, les gouvernements n'ont pas d'autorité, les règles sont tacites, propres à chaque groupe et chaque individu participe à toutes les décisions. Une sorte de société idéale, multiculturelle, autogérée et sans frontières que défendait Popper dans son livre en 1945. George Soros l'a bien connu, et les deux hommes, deux fervents globalistes, s'écrivaient beaucoup. Et pour promouvoir son nouveau modèle de société idéale, il place ses pions depuis des années grâce à sa fondation. L'année dernière, le Conseil de l'Europe a validé un rapport très embarrassant concernant la Cour européenne des droits de l'homme, qui alerte sur la présence de nombreux collaborateurs ou ex-collaborateurs de George Soros parmi les juges. 22 des 100 derniers juges qui ont siégé venaient de 7 ONG dépendantes de Soros, et comme la plupart des plaignants qui font appel à la CEDH sont généralement représentés par des ONG, dont celles très nombreuses qui dépendent aussi de l'OSF, les conflits d'intérêts sont fréquents. Ainsi, les juges Soros, comme on les appelle, ont tendance à toujours trancher en faveur des mêmes partis et mettent en danger l'intégrité de la Cour et de la loi car les décisions rendues font jurisprudence. George a l'oreille des puissants. Chaque année, tout le gratin du Forum de Davos se presse à ses soirées. Il dépense des fortunes en actions de lobbying et son intense soutien a rendu beaucoup d'ONG et d'administrations locales totalement dépendantes de ses dons. Son ONG, Human Rights Watch, a participé à renverser le gouvernement de Milosevic en alertant l'OTAN sur la situation en Serbie. En 2003, George remet ça et utilise les mouvements Otpor, des centres de fondation pour jeunes activistes qu'il finance, pour encourager les soulèvements et forcer Edouard Shevardnadze à fuir la Géorgie quelques jours après qu'il a remporté les élections présidentielles. Soros veut écrire une autre histoire. Il rêve d'une société totalement différente, mondiale, globale, sans pays et sans État. Mais à trop vouloir en faire, le voilà indésirable. On lui reproche ses trop fréquentes ingérences dans la gouvernance de nombreux pays, et le vent commence à tourner pour l'Open Society. Devenu persona non grata dans les pays d'Asie qu'il a vampirisés, George n'est pas le bienvenu non plus en Russie, qui lui a demandé de quitter le territoire dès 2003. Aux États-Unis, Soros a montré un fort engagement auprès des démocrates, dont il soutient le mouvement ouvertement, mais l'élection de Donald Trump a été l'épine qui a torturé son pied pendant 4 ans. L'Université d'Europe centrale vient d'être chassée de Hongrie, son propre pays si cher à son cœur, par le gouvernement de Viktor Orban et doit déménager en Autriche. Pour les efforts qu'il a fournis pour faciliter la prise en charge des migrants ou l'émergence du mouvement Black Lives Matter, George devient la cible d'opposants qui lui adressent des colis piégés à son domicile. Bien qu'il s'efforce de donner un visage plus humain au capitalisme libéral, les milliards de dollars qu'il a dépensés et les heures qu'il a consacrées à son projet pour transformer le monde et le rendre meilleur ne semblent pas faire l'unanimité. On se demande bien pourquoi. Il est difficile de faire le tour complet du personnage et de son empire, plutôt discret, en si peu de temps. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, notamment celle que nous avons consacrée à la Fondation Gates et qui revient sur le fonctionnement des grandes fondations américaines, pas si charitables que cela, ou celle consacrée au Grand Reset et au Forum de Davos. Vous trouverez les liens dans le descriptif et juste en dessous, tout ce qu'il faut pour nous rejoindre sur nos réseaux, Discord, Telegram ou Twitter, si vous avez envie d'un peu plus de proximité. Et si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Merci à toutes et à tous pour vos remarques, vos critiques et vos encouragements, et surtout pour votre fidélité. C'était Monia Radar, à très bientôt.